Sur cette première partie, là, on va vous proposer en fait de revenir sur les deux droits que sont donc le CPF et le CEP, et puis de regarder ensemble un peu le rôle des entreprises et le financement de la formation par les employeurs. Alors, sur le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle, donc évidemment, on reste en fait avec ces deux outils en fait sur une garantie pour l'individu d'accéder à la fois à la formation et à une information, un accompagnement à l'orientation professionnelle, et le tout, notamment pour le CPF, à son initiative. Donc, si on fait un zoom sur le CPF, on a deux évolutions qui sont importantes sur cet outil, puisqu'il est comptabilisé, il sera comptabilisé en euros et il sera donc désintermédié. Donc monétiser, le gouvernement dans ses différentes annonces, en fait, il voit en tout cas une solution plus claire, plus visible en fait pour les individus, et donc part de l'idée, du principe que ce CPF serait donc davantage mobilisé pour cette raison, un peu à l'instar, si vous voulez, de l'utilisation d'un compte bancaire. Donc l'heure de formation, en fait, n'est plus l'unité d'alimentation de ce compte, qui est désormais en euros. Comme Claire le disait, on reviendra sur les montants, même si, voilà, des montants qui pourraient être a priori ceux-là. Alors, au-delà, en fait, d'une solution plus simple et plus visible, ce qui me paraît important, c'est de dire quand même que ce changement, en fait, d'unité d'alimentation du compte est à relier d'une part à l'élargissement des modalités de formation alternatives au présentiel. Donc on reviendra tout à l'heure sur la redéfinition de l'action de formation. Donc vous savez que maintenant on peut mobiliser différentes modalités de formation, les formations en situation de travail par exemple, les MOOC, qui sont plus adaptés à la fois aux contraintes des personnes et aux contraintes de coûts. Et ce changement est à relier également à la dynamique et à la logique de parcours qu'on retrouve dans le projet, de parcours de formation, et à la logique en fait de forfait qui permet d'optimiser donc les temps de formation des personnes suite à l'évaluation et au positionnement qu'on leur propose en fait en début de formation. Donc on peut ainsi en fait raisonner cette question de passage en fait des heures aux euros. Donc on est sur 500 € par an avec un plafond de 5 000 € et 800 par an avec un plafond de 8 000 € pour les moins qualifiés. Donc là, ce qu'il faut souligner, c'est que on a donc en fait par hypothèse une monétarisation qui est présentée comme un levier pour privilégier la formation des moins qualifiés en leur accordant en fait annuellement un nombre d'heures supérieur. Et on a autre chose, des droits égaux en fait pour les temps partiels et pour les temps pleins. Donc avec là l'idée en fait d'une égalité homme-femme, puisque par tradition, je ne sais pas si c'est par tradition d'ailleurs, mais enfin en tout cas par constat plutôt, on peut dire que ce sont plutôt aujourd'hui les femmes qui sont à temps partiel. Donc en fait le nombre d'heures de travail reste quand même l'unité de compte. Donc ça, c'est important. C'est le fait de travailler qui va permettre d'alimenter le compte. Et le niveau de qualification, on peut dire, et le temps partiel, en fait, sont considérés comme des critères de compensation. Par contre, le niveau de précarité de la situation dans l'emploi ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui sont en situation d'emploi avec des ruptures répétées, donc sur des contrats courts avec des ruptures répétées, comptabiliseront de fait moins d'euros, ce qui pénalise, on peut dire, les actifs qui sont le moins souvent en emploi et qui donc statistiquement quand même sont plutôt les moins qualifiés. Alors, autre point important, donc les listes sont supprimées. Donc de fait, en fait, pour les titulaires du CPF, qui sont donc, je ne l'ai pas redit, mais l'ensemble des actifs en emploi et hors emploi, les formations éligibles deviennent en fait l'ensemble des formations certifiantes. D'accord ? Donc voilà, les listes en fait faisaient précédemment une sélection parmi les certifications. Aujourd'hui, enfin demain plutôt, a priori, on est sur l'ensemble des formations certifiantes, et puis les autres formations qui étaient déjà éligibles au CPF. Donc là, en fait, on n'a pas forcément de grands changements.
Alors, avec une particularité tout de même pour les demandeurs d'emploi en termes de formation éligible, puisqu'en fait seront éligibles pour les demandeurs d'emploi l'ensemble des formations qui seront proposées, qui seront proposées oui, par Pôle emploi et par la région dans le cadre de leurs programmes respectifs. Donc, vous savez que par exemple en région Île-de-France, on a dans le programme en fait de la région des formations qui sont professionnalisantes et qui ne sont pas certifiantes. Donc, celles-là seront éligibles pour les demandeurs d'emploi. Et autre point quand même tout à fait intéressant à souligner, c'est qu'à partir du moment où un demandeur d'emploi rentre dans une formation, donc région, Pôle emploi, j'ai oublié AGFIP, excusez-moi s'il y a des personnes d'AGFIP et AGFIP, le compte personnel de la personne, donc en fait les euros qui sont disponibles sur le compte personnel de la personne, sont mobilisés de fait, voilà, dans la limite donc bien sûr de ce qu'il y a sur le compte pour financer en fait l'action de formation. Donc ça, c'est quand même pas rien. Enfin, c'est, en tout cas, si ça se vérifie, c'est un changement assez important. Et donc, on voit bien quand même à travers le fait finalement que le compte ne soit en fait éligible qu'à des formations certifiantes, la place en fait qu'on redonne ou qu'on donne à la certification, qui est de toute façon une place dominante quand même en France. Et donc, on peut se dire que la certification reste donc le Graal, en fait, pour accéder à l'emploi, et ce qui n'est pas d'évidence, comme le rappelait tout à l'heure Bernard en introduction. Donc, c'est vrai que si l'obtention d'un diplôme aujourd'hui est vraiment reconnue comme déterminante pour des personnes les moins qualifiées, on sait que dans les recrutements, en fait, le diplôme est un critère différenciateur, mais qui n'est pas, en fait, forcément suffisant, comme en témoigne d'ailleurs par exemple le chômage des jeunes diplômés. D'autre part, et c'est vrai qu'à Défi Métiers, on a fait plusieurs travaux sur le sujet, on sait aussi que le lien entre la formation suivie et l'emploi exercé, en fait, n'est pas toujours très fort et peut être très distendu selon les métiers et les secteurs d'activité. J'ai quand même oublié sur le CPF tout court, vraiment l'autre nouveauté, je vous prie de m'excuser, il est des intermédiaires. Et donc, c'est un point très important et ce serait dommage de ne pas en parler. Il n'y a pas obligation d'avoir un intermédiaire pour accéder au CPF. Oui, j'en reparlerai tout à l'heure, puisqu'en fait, vous savez que le titulaire en fait, du CPF pourra mobiliser en fait, son compte pour faire un achat direct, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Donc l'achat direct, à travers l'application mobile notamment, qui est annoncée, vous pourrez acheter la formation que vous souhaitez, bien sûr dans la limite toujours des euros disponibles sur votre compte, puisque s'il n'y a pas, là on est dans une situation où on n'aurait pas d'abondement, donc dans cette situation-là, il faut que le coût en fait soit complètement couvert par ce qui est disponible sur votre compte. Donc voilà. Sur le CPF, je crois que j'ai dû vous faire à peu près le tour de sa rénovation. Alors, ce CPF, donc, dans le projet de loi, il comporte 2 volets, puisque vous savez tous, en fait, que c'est ce qu'on appelle la fin du CIF. Donc, ce CIF qui est remplacé par un CPF de transition. Donc ce CPF de transition, là, on reste vraiment dans l'objectif en fait de reconversion ou d'évolution professionnelle qu'on connaît actuellement avec le CIF. On a toujours une obligation en fait d'autorisation d'absence à demander à l'employeur si ce CIF de transition est réalisé sur le temps de travail. Et on sait que ça peut être lourd, notamment pour les petites et les moyennes entreprises, puisque laisser partir un salarié en CIF, c'est quand même un remplacement assuré, c'est quand même possiblement d'autres missions et une autre rémunération possible selon la convention, d'ailleurs au retour de formation. Bon, pour l'employeur, en fait, le CIF et donc le futur CPF de transition n'est pas forcément si simple à mettre en place. Alors, ce qui est vraiment qui risque de changer, on va dire ça comme ça, c'est que le projet fait l'objet obligatoirement d'un accompagnement d'un CEP et qu'il fera l'objet d'une validation par une commission régionale.
Donc là, dans le projet, sauf erreur de ma part, on n'a pas de précision en fait sur la commission régionale, c'est-à-dire sa composition, sur les critères en fait qui seront pris en compte. Est-ce que ce sera, je ne sais pas, pour accepter un projet, l'état du marché de l'emploi régional, le coût de la formation, les catégories de public éligibles, puisque vous savez qu'aujourd'hui, à travers les différents OPCA, on a en fait des catégories de public éligibles au CIF prioritaires qui sont prises dans le cadre des politiques de formation des branches. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dire ce que seront les critères en fait de validation de ce CPF de transition par la commission régionale. A priori, elle regrouperait des représentants en fait des organisations syndicales patronales et des organisations syndicales salariées. Voilà. Mais on n'a pas plus d'éléments aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc sur le CEP. Alors sur le CEP, on peut dire qu'on est dans la continuité du dispositif actuel. Le CEP reste un droit à l'accompagnement en fait gratuit pour tout actif en fait souhaitant travailler sur son projet d'évolution professionnelle tout au long de sa vie professionnelle. Donc le tout au long de sa vie professionnelle est en fait textuellement, enfin explicitement indiqué dans le projet. Donc l'offre de service est définie par un cahier des charges qui sera publié par voie d'arrêté. Donc ce cahier des charges par rapport au cahier des charges actuel, puisqu'on est déjà dans un système de cahier des charges, voilà, en quoi sera-t-il différent, enrichi, etc. Ça n'est pas indiqué. Ce qui est important et qu'il a introduit un changement, donc c'est sur les prestataires en fait qui vont réaliser ces prestations de conseil en évolution professionnelle. Donc a priori pour les demandeurs d'emploi, on est toujours en fait sur les 4 opérateurs qui interviennent aujourd'hui, 4 institutions qui interviennent aujourd'hui, donc Pôle emploi, l'APEC, les missions locales et Cap emploi. Pour les salariés, donc là, on serait sur des opérateurs régionaux retenus sur appel d'offres. Donc, on peut dire à cet égard qu'on a une ouverture qui se fait à des opérateurs privés de façon plus marquée, on va dire qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, vous savez que les régions pouvaient aussi en fait retenir des opérateurs en sus en fait des 5 opérateurs qui avaient été en fait nommés dans le cadre de la loi. Donc voilà, donc là on peut dire que on va avoir une ouverture. Maintenant, on ne sait pas en fait, on ne sait pas préciser en fait comment plus de choses sur les caractéristiques de cet opérateur régional. Alors l'autre changement, c'est bien sûr les 2 niveaux. Alors même si en fait la lecture qu'on peut en faire, c'est que on a donc un premier niveau d'accueil personnalisé qui reste le niveau d'accueil d'aujourd'hui, et que en gros les niveaux 2 et 3 en fait sont regroupés en un seul niveau. Ce deuxième niveau d'accompagnement pourrait être éligible en fait au titre du CPF, donc pourrait être financé par le CPF. Comme actuellement, en fait, ce CEP peut être complété par des prestations associées, donc ça ne change pas. Aujourd'hui, suite en fait à une prestation de CEP, un accompagnement CEP, la personne en fait peut faire un bilan de compétences, peut faire un accompagnement VAE si le choix se dirige vers l'obtention d'une certification par la VAE. Donc là, on n'a pas de changement. Sur la qualité, puisque c'est un sujet qui a été quand même abordé pas mal dans le cadre du CEP actuel, sur la qualité, on n'a pas non plus d'éléments particuliers indiqués dans le projet, puisque bon, on va revenir tout à l'heure sur la certification des organismes de formation. Là, on n'a pas d'éléments sur une certification possible, par exemple, des prestataires de CEP.